bienvenue à toutes et à tous. Je me présente, je m'appelle Cyril Franck. Je suis journaliste, formateur et consultant pour les médias essentiellement, pour les institutions, pour les marques. Et depuis peu, nouveau directeur de l'ESJ Pro. L'ESJ Pro, c'est l'école supérieure de journalisme professionnel. Donc il y a 3 entités, dont une à Paris, dont je m'occupe. Et nous formons donc tout ce qui est journaliste, communicant et producteur de contenu en général, bonne pratique éditoriale. Voilà. Alors aujourd'hui, maintenant je vais vous parler de la newsletter sous l'angle purement éditorial. C'est vraiment 5 clés éditoriales pour réussir sa newsletter. Donc, il ne s'agira pas de parler de questions techniques, quel logiciel utiliser, ou comment bien nettoyer son code, comment bien diffuser. Ça, c'est l'objet d'autres formations que je fais aussi. Mais bon, le temps nous étant compté, il faut beaucoup plus de temps pour aborder tous ces points. J'ai préféré me concentrer sur la partie purement éditoriale qui va pas mal nous occuper, en fait, déjà. Alors, on a une petite introduction quand même pour expliquer les points que je vais développer en 3e partie. La 3e partie, c'est vraiment la réponse à la question et à la promesse. Les 5 clés éditoriales pour réussir sa newsletter. Mais avant ça, il faut déjà comprendre, ou en tout cas positionner le contexte et l'intérêt de faire des newsletters déjà. Donc rapidement, je dresse un panorama très rapide. C'est la puissance de l'email. C'est devenu l'activité dominante en ligne. Alors, on a longtemps imaginé que les réseaux sociaux, quelquefois on nous avait dit, les réseaux sociaux vont tuer l'email, les gens ne communiquent plus comme ça. Et en définitive, c'est faux. N'ont jamais autant utilisé l'email qu'aujourd'hui, et notamment grâce à ce petit outil-là. Nous sommes une majorité à utiliser, le mobile, le smartphone, a redonné énormément de puissance et d'intérêt à l'email, puisqu'on peut le consulter en mobilité, donc ça va étendre le temps de consultation qui était autrefois réservé au PC, et puis aussi grâce à la simplicité, l'utilisation l'amélioration des boîtes mail, etc. Aujourd'hui, 98% des internautes sont utilisateurs d'email. Et en moyenne, ils reçoivent 2,2 adresses email par personne. Il y a même 60% des utilisateurs, des internautes qui sont des gros utilisateurs, qui sont fans, des enthousiastes, comme le dit le syndicat national de la communication directe, dans son rapport, le dernier que j'ai eu entre les mains. C'est-à-dire qu'en fait, il y a quand même beaucoup de gens qui continuent d'utiliser, et même qui sont complètement accros. Malgré le spam et malgré toutes ces difficultés qu'on a tous à trier le bon grain de livret, on reste quand même des gros utilisateurs d'email. Qui dans la salle utilise bien sûr les emails tous les jours. Voilà, c'est 90%, peut-être 1 ou 2 personnes qui se cachent. Alors le profil type du fan de l'email, celui qui utilise beaucoup, c'est ça, c'est 38 ans, relativement équilibré entre hommes et femmes, un peu plus de femmes. Ils sont également des gros utilisateurs d'appareils mobiles. Donc, je vous ai dit, il y a un rapport direct entre l'utilisation des newsletters, de l'email en général, et du mobile. Et ils y passent 4,5 heures quotidiennement. Ils passent 4,5 heures quotidiennement en ligne. Donc c'est vraiment des heavy users, comme on dit, des gros utilisateurs d'Internet en général. Ils sont aussi des gros utilisateurs de réseaux sociaux. C'est là qu'on voit qu'il n'y a pas duplication, c'est les deux, c'est pas l'un ou l'autre, c'est à la fois les réseaux et l'email. Donc il y a aussi d'autres formations qui consistent à bien diffuser, à bien s'exprimer sur les réseaux. C'est évidemment complémentaire d'une démarche d'email, d'emailing et de newsletter en particulier. C'est aussi comme le chiffre le montre, 96% achètent beaucoup en ligne. Voilà, c'est des gens qui sont des internautes aguerris, principalement, plutôt CSP+, généralement, et gros utilisateurs d'Internet en général. Donc la newsletter ne pose même plus de questions. Si vous vraiment voulez être efficace en termes de marketing, de diffusion, c'est vraiment une arme qu'il ne faut pas du tout négliger. Et je dirais même, c'est l'une des principales armes. Les taux de clics, les taux de lecture sont beaucoup plus élevés que ce qu'on peut avoir sur les réseaux sociaux. Et c'est très important de ne pas négliger ce canal de diffusion.
Alors mon deuxième point, très rapidement, c'est que on est dans un contexte d'infobésité, qu'il a déjà entendu parler de ce terme qui est très journalistique, donc surcharge informationnelle, on est submergé d'informations, et du coup, ça implique des tas de choix qu'on a à faire tous les jours, et donc la nécessité aussi d'être plus efficace. Alors voilà, c'est ce genre d'infographie aussi qui circule beaucoup tous les ans sur les réseaux sociaux. On a droit à la mise à jour du nombre de messages qu'on reçoit quotidiennement en moyenne, qui sont publiés quotidiennement sur les réseaux, et c'est assez vertigineux. Donc si on ajoute YouTube, Amazon, Jiffy, Twitter, tout ça, ce sont des signaux, ce sont des messages qui viennent capter notre attention. Donc c'est la fameuse bataille pour l'attention. Et ça, c'est un point clé qu'on ne peut pas ne pas aborder avant de parler de la production de contenu en général et même de sa diffusion. Donc la bataille pour l'attention, ça veut dire qu'on est en concurrence avec tout à la fois. Tout se retrouve sur votre smartphone, mais aussi à domicile, on est en concurrence avec plusieurs supports. Les utilisateurs consultent 2, 3, 4 supports simultanément. Donc là, vous en faites partie probablement, hein, l'ordinateur, et puis le mobile à côté, et puis en même temps on regarde la télé, et puis éventuellement peut-être la radio au fond sonore, enfin de la musique. Voilà. Donc c'est une simultanéité de messages qui fait que l'attention n'est pas du tout la même qu'elle pouvait être autrefois, quand on se mettait en disponibilité pour lire son journal par exemple. Voilà, donc c'est un fait qui est lié à l'explosion du numérique, mais aussi à la multiplication de l'offre à tous les niveaux dans la production de contenu. Et ce qui résume le mieux peut-être cette sollicitation constante, c'est les notifications que vous recevez en permanence. C'est-à-dire que non seulement l'attention est compliquée quand on regarde quelque chose, mais elle est permanente. Via les notifications, on est sans arrêt sollicité pour voir des choses, activer un clic, etc. Donc là mon point, c'est pour dire que dans ce contexte d'infobésité, de surcharge d'informations, il faut être efficace. Et certes, on a des moyens plus faciles pour accéder à la diffusion, à la production de contenu. Aujourd'hui, ouvrir un WordPress, ça ne coûte pas grand-chose. On a des moyens plus faciles pour illustrer. On n'est pas obligé de s'abonner à des grosses bases très chères comme Corbis autrefois. Donc l'accès à la diffusion, à la production et à la diffusion est plus simple, mais du coup, eh bien, seuls les meilleurs se feront entendre. Et donc la nécessité d'être efficace, elle s'impose déjà en amont sur ce qu'on va voir tout à l'heure sur la production, la conception de la newsletter. La bataille pour l'attention, cette étude m'avait... Justement, c'est amusant parce que je n'avais pas fait le lien. C'est une étude de Microsoft Canada qui disait que l'attention soutenue moyenne, le temps d'attention soutenue moyen, était passé de 12 secondes à 8 secondes en 2013, en 10 ans. En 13 ans, on a perdu un temps d'attention moyen soutenu au contenu. Alors ça montre la souplesse du cerveau, parce que finalement, face au déluge d'informations, on est plus efficace. Passe moins de temps sur chacun d'entre eux. On met les choses en concurrence. Et en même temps, le revers de la médaille, ça veut dire qu'il y a aussi beaucoup de snacking. Hein, on lit en superficialité les contenus, on ne va pas forcément dans la profondeur. Et du coup, c'est pas forcément quelque chose qui nous apporte c'est pas vraiment une consommation qui nous apporte forcément quelque chose. Voilà, donc verre à moitié vide ou à moitié plein. En tout cas, c'est une réalité, vous le constatez aussi vous-même. Vous êtes obligé de faire des choix, des arbitrages permanents pour savoir est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas sur ce contenu. J'ai l'habitude de dire aux journalistes, ce propos je le tiens régulièrement par rapport à toute la production de contenu, qu'il s'agisse d'écrire un article, un titre, un chapeau. Vous êtes au bord de l'autoroute, il y a des automobilistes qui passent et vous avez un truc à leur dire. Donc il faut être efficace. C'est pas ça. Il y a un truc sympa, ça va t'intéresser. Ça marche pas. Ça marche pas du tout. Par contre, si vous dites moins 50% de réduction sur les chaussures, peut-être, et on revient. C'est-à-dire qu'on a dit très rapidement le message, le plus vite possible. Et ça, c'est ce qu'on appelle vraiment l'art de la titraille. Être efficace le plus vite possible. On va voir que c'est un des ingrédients, mais il y en a d'autres. Et alors quand je dis que vous êtes sur le bord de l'autoroute, en fait, on est des centaines sur le bord de l'autoroute à faire le même travail. Donc en plus, ça se complique. Hein. Ça devient compliqué. Le temps d'attention, le temps pour convaincre, il est de 0,3 secondes. Dans certaines études, alors je n'ai pas remis la source ici, 0,3 secondes, c'est à peu près le temps qu'il faut pour savoir est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Alors on le voit sur les études de eye tracking, qui connaît le terme de eye tracking, oculométrie en bon français. Donc on va regarder des zones d'une page, on va regarder où se pose le regard d'un groupe de personnes testées. Il y avait des zones chaudes et des zones froides. Donc quand on regarde les études de eye tracking, on se rend compte que les gens lisent en diagonale, hein,
évidemment, pour balayer rapidement la page, pour savoir si elle correspond à son besoin. Et dès qu'on a trouvé quelque chose qui correspond à son besoin, qui nous attire, notamment un mot-clé fort, ça c'est du SEO, c'est la base du SEO, du référencement naturel, alors on va lire un peu plus dans la profondeur, c'est-à-dire on a un balayage vertical et horizontal, ce qui fait qu'on a cet effet de Z ou de F que connaissent bien les utilisateurs de ces documents de eye tracking. Voilà, donc le message il est clair, il faut frapper vite et fort. Vous admirez la superbe illustration en Creative Commons qui donc nous oblige à être efficace. Alors, est-ce que mon introduction est dans les temps? Oui, on est là. Je vous propose maintenant d'entrer dans le vif du sujet, puisque ce que j'ai fait dans cette introduction, c'est le contraire de ce que je vous dis de faire, en fait. Mais c'est pour vous donner du sens. C'est-à-dire que si on ne vous explique pas pourquoi il faut faire les choses, c'est toujours plus compliqué ensuite de les mettre en place. Donc effectivement, la première chose, c'est de comprendre pourquoi on a nécessité d'être efficace et de quelle manière on va l'être. Je vais vous en parler un petit peu. Donc la première chose, elle est basique, elle est classique, elle n'a pas vocation à être révolutionnaire, hein, c'est de trouver un positionnement éditorial original et pertinent. Original ne suffit pas, il faut être pertinent aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire avant tout rendre service. Rendre service à l'utilisateur, au lecteur, au client final, au prospect. Et là, sur cette question de rendre service, en matière de contenu, j'ai distingué 4 grandes catégories de services. Et vous pouvez les appliquer à tous les contenus que vous produisez. La première grande catégorie, vous savez, ça, je me suis inspiré des 4 P du marketing mix. Qui connaît les 4 P du marketing mix? Ceux qui ont fait du marketing, évidemment. Donc les 4 P du marketing mix, c'est alors si ceux qui est-ce que vous en souvenez? Et promotion. Voilà. Prix, enfin produit, prix, place, promotion. Donc c'est les 4 ingrédients dont on a besoin et qu'on va arbitrer sur un budget pour déterminer le lancement d'un produit. Si je lance l'iPhone, quelle est la part consacrée au produit? Eh ben, elle va être énorme parce que c'est l'innovation. Je ne sais pas, au départ, ça va être peut-être 70-80% du budget. La promotion, finalement, pas besoin de promotion, le produit se fait la promotion tout seul, on va descendre à 5%, 10%. Voilà, vous avez compris le truc. Et après, la distribution va devenir plus ou moins importante. Évidemment, pour les produits Microsoft, par exemple, puisqu'on est dans l'entre de Microsoft, la stratégie de Microsoft sur ces produits était vraiment le contraire de celle d'Apple, c'est mettre un maximum sur la distribution, un peu moins sur le produit. Vous voyez la différence. Alors, du coup, si on adapte ces 4 P du marketing mix à la production de contenu, surtout aux besoins, aux motivations du lecteur, eh bien moi j'identifie la pensée, c'est-à-dire en quoi le contenu que je suis en train de voir m'informe, me fait comprendre le monde et moi-même d'un point de vue intellectuel. Le pratique, service pratique. Souvent quand on parle de service, on dit c'est pratique. Ben non, le service il est global. Il y a beaucoup plus de choses que je mets derrière le mot service. Mais le service pratique, c'est en quoi l'information que je lis m'aide dans ma vie concrète, opérationnelle, tangible, immédiate ou différée. La troisième grande catégorie, vous le voyez affiché, c'est le plaisir. En quoi le service, le contenu que je suis en train de voir me rend un plaisir, me divertit, me fait plaisir de manière générale, m'informe sur mes passions. Et en fait, il faut bien comprendre que tout ça, tous ces besoins-là, ils ne sont pas concurrents. Le fait de comprendre quelque chose, ça apporte du plaisir aussi. Le plaisir de la compréhension, c'est quelque chose de très fort. Le plaisir, c'est aussi le plaisir des interfaces, des illustrations, l'agrément de lecture. Tout ça, ça entre dans le plaisir aussi, pour moi. Et donc, il n'y a pas juste le people, le loisir, le divertissement d'un côté, et puis tout le reste. Non, non, le plaisir, il peut être aussi un des ingrédients importants dans les contenus que vous produisez. Et enfin, évidemment, le partage, je le mets au centre. Parce que tous ces contenus, quand ils sont bons et à un niveau suffisant, alors ils servent à nous socialiser. Ils nous aident à nous socialiser. Parce qu'on les partage. Un contenu utile, on va l'envoyer à ses amis, à ses parents, à sa famille. Un contenu drôle, pareil, etc., etc. Donc, là, vraiment, la fonction sociale, hein, c'est les médias, l'information en général, sert beaucoup, et pour moi, essentiellement, à se socialiser. C'était la fameuse... le journal servait à ça. C'est pour ça qu'il y avait un rapport direct entre la fréquentation des cafés, des lieux de socialisation, et la lecture des journaux. Il y a toujours un journal, encore aujourd'hui, dans les cafés, dans les bars,
pour cette raison. C'est l'endroit où on se socialise, donc il faut alimenter la conversation. On a besoin de carburant social. Ce carburant social, eh ben, c'est l'information, en général. Donc voilà, une fois qu'on a dressé les 4 grands services qu'on peut rendre, 4 grandes motivations de lecture, il faut avoir un niveau suffisant. Et peut-être, après, une recette différente entre tous ces éléments. Je vais vous en donner quelques-uns, quelques-unes, quelques exemples. Juste pour citer Ezra Klein, donc le rédacteur en chef de Vox.com, 22 millions de vues par mois, visiteurs uniques par mois. Donc, Vox, vous savez, vous connaissez tous. Qui connaît Vox? Non. Gros titre canadien, je crois. Je me fiche de savoir si ma newsletter crée du trafic sur mon site. Je me soucie juste de savoir si elle sert bien ceux qui la lisent. Voilà, c'est ce que je viens de dire. Et ça sera déjà très important. Alors après, évidemment, quand il dit « je me fiche de savoir », non, derrière, il veut quand même que ça fonctionne. Mais disons que dans son objectif primaire, d'abord, est-ce que je rends service? Et évidemment, derrière, il espère bien que ça se traduira en monnaie sonnante et trébuchante. Ou en tout cas, en trafic. Alors, je vais vous donner des exemples maintenant de ce que j'appelle des contenus, un positionnement différent et pertinent. Vous connaissez peut-être Time to Sign Off, TTSO. Qui connaît TTSO? C'est donc une newsletter assez parisienne, hein, on va dire, assez geek, assez pointue, qui fonctionne sur le registre. Vous voyez, je vous ai mis l'équilibre dans la recette de ce qu'il y a dedans. Il y a beaucoup de social, parce que l'information qu'on va voir, ça sert à faire le malin à la machine à café. En gros, c'est pour faire le malin. Ah, tu savais pas que machin? En fait, c'est juste en surface, hein. On n'a pas beaucoup de profondeur, mais on a suffisamment de biscuits pour alimenter la conversation et faire le malin, quoi. Donc c'est vraiment une fonction sociale, pratique aussi parce qu'il y a pas mal de placements de produits, de promotions sur des choses de produits. Donc là, il y a cet aspect vraiment pratique. Du divertissement parce que le ton, on va en reparler tout à l'heure, est drôle et décalé. Rien que le nom, hein, time to sign off, il est temps de se déconnecter. C'est vraiment l'antithèse de ce qu'on fait. Donc c'est vraiment un espèce de pied de côté. Le nom est assez bien trouvé. Après, ça fait très parisien, très geek et très américain. Mais ça fonctionne bien. Et puis un peu de pensée quand même, parce que au passage, on donne un peu d'informations intéressantes, des choses qu'on ne savait pas. On s'enrichit d'informations de curiosité par la bande, l'air de rien. Comme ça. Donc c'est une newsletter qui fonctionne très bien. Elle est originale et elle est pertinente par rapport à un public donné, qui doit effectivement être quand même assez instruit, assez parisien, enfin très urbain en tout cas, et comment dirais-je, un petit peu décalé, quoi. Ils ont lancé le Time to Sign Off Philo, je ne sais pas si vous avez vu ça, qui est exceptionnel aussi, où là on a le décryptage mais de l'actualité sous un angle philosophique. Très 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 malin. Pareil, pour toucher à peu près les mêmes cibles. Et plus, alors là pour le coup évidemment on sera sur un ingrédient pensée qui va être beaucoup plus important. Et c'est-à-dire que le rapport entre la pensée et le social va être inversé. C'est intéressant parce que justement, vous voyez ici, c'est un peu un de leurs points faibles. Enfin, faible si on peut dire. En tout cas, l'ingrédient, la recette marche bien. Et c'est aussi ça qui fait, j'en parlerai peut-être tout à l'heure, mais une recette, elle n'est pas fixe. Avant de trouver la bonne recette, on va tester des choses, on va vérifier, on va changer le dosage, les ingrédients, et puis on va regarder ce qui a le meilleur goût pour le public qu'on vise. En fait, ce qui marche le mieux. Voilà, donc un exemple de sujet de curiosité pour faire le malin, comme je dis. Donc voilà, il y a une petite synthèse de ce que Yuval Harari, l'auteur de Sapiens, qui a lu Sapiens. Ah, c'est toujours les mêmes. Hein. C'est fou parce qu'en gros, ça veut dire qu'ils ont bien tapé. Ceux qui lisent la newsletter de TTSO sont aussi ceux qui ont lu Sapiens. Ils sont vraiment très forts. Là, voilà, c'est un petit résumé de cet auteur à succès qui a écrit ce livre avec une énorme diffusion, qui va vraiment dans tous les univers de l'anthropologie, la sociologie, la philosophie, de l'écologie et de la futurologie dans son dernier ouvrage. Je vous passe la lecture du texte, mais grosso modo, c'est un point d'intérêt, de curiosité sur son dernier ouvrage. Autre exemple que je trouve remarquable, Brief Me. Qui connaît Brief Me? Waouh, ça va faire plaisir alors Mauriac, je lui dirai. Donc, ceux qui ne le connaissent pas, c'est donc un rattrapage d'actualité essentiellement, et avec un côté décryptage d'actualité. Donc c'est vraiment l'info, pas forcément pour les nuls, mais pour les pressés. Et, excusez-moi, ma mère,
Donc c'est un rattrapage d'actualité assez efficace et qui est très très bien fait. Alors c'est amusant parce que Brief.me a réussi là où j'ai échoué. J'avais créé en 2013 un site qui s'appelait Quoi.info, l'actualité pour les nuls. C'était un site web à vocation vraiment pédagogique par questions-réponses. Les internautes posaient des questions puis on leur répondait sous forme d'articles synthétiques, simples, autant que faire se peut, et ludiques. Et finalement, nous on avait des fans, hein, c'était pas nombreux, quelques-uns, on est arrivé jusqu'à 300-400 000 visiteurs uniques par mois. Mais bon, le problème c'était surtout le business model derrière, puisque l'audience se cassant la figure, comme tous les autres, on s'est cassé la figure sur le business model. Là où réussit Brief.me, c'est qu'en retrouvant cet ingrédient qu'on avait, cette intuition qu'on avait, qui est la même, de ce besoin des gens de retrouver l'actualité expliquée, mais en même temps rapidement, et en même temps pas en prenant les gens pour des imbéciles, et en vendant cette newsletter, il en a fait un business qui aujourd'hui n'est pas loin d'être rentable après sa 5e année d'existence. Il repose sur quoi le business? Comment? Et il repose sur quoi le business? Sur l'abonnement. Juste abonnement. C'est de l'abonnement, pur et simple. Et donc la newsletter, elle est très agréable parce qu'elle est très dépouillée, hein, elle est très fonctionnelle. Il n'y a pas de pub, il n'y a pas de trucs qui clignotent. Je crois que je vais être obligé de l'éteindre. Bref, entre guillemets, c'est vraiment le dosage là, vous voyez, il est beaucoup plus sur la pensée, l'explication du monde et de soi-même. Le social, évidemment, puisque ces deux sont liés. Quand on sait des choses, quand on maîtrise des concepts, quand on est malin, eh bien, on se socialise mieux, parce qu'on a des ingrédients, on a des choses à dire. Et puis, le pratique est un peu plus faible. Il y a parfois des questions pratiques, par exemple, combien allez-vous payer sur votre feuille, combien allez-vous gagner sur votre feuille d'impôt lors de la prochaine réforme, ou des informations pratiques de l'information même, ou la baisse, l'augmentation du prix du gaz, pourquoi. Il y a à la fois l'info pratique qui est de combien elle va être augmentée, et combien vous allez payer vous, puis aussi l'info après d'explication, de pensée qui est pourquoi est-ce qu'il augmente, nom de Zeus, depuis 10 ans. Ça commence à faire beaucoup maintenant. Bref, donc vous voyez, il y a cet ingrédient, moi je l'ai représenté comme ça, sous forme de dosage, pour vous montrer la recette, elle est très variée, et à vous de trouver la vôtre, entre guillemets. Mais en tout cas, de penser à chaque fois quel service je mets derrière quel contenu. Et pas rester, ça c'est vraiment un grand danger des newsletters, c'est on parle du point de vue de celui qui le diffuse. Soit parce qu'on veut faire plaisir à celui qui vous l'a commandé, hein, le directeur, le responsable, qui veut qu'on parle absolument de ce sujet qui est stratégique pour lui, mais qui n'intéresse pas la cible de destination. Soit parce qu'on y a passé beaucoup de temps. Ah, tu te rends compte, on a passé 2 heures à faire ce sujet, il faut vraiment que tu le mettes dans la newsletter. Mais non, si le sujet est raté, il ne faut pas le mettre dans la newsletter. C'est tant pis, il faut faire mieux la prochaine fois. Mais voilà, c'est un combat permanent pour faire comprendre que le principal intérêt des newsletters, c'est d'être efficace, donc de rendre service. Alors, le troisième exemple, que vous connaissez sans doute, beaucoup plus grosse audience, My Little Paris. Qui connaît My Little Paris? Voilà, il n'y a pas beaucoup de mecs quand même, hein, c'est dommage. Non, si je plaisante. Effectivement, My Little Paris a une beaucoup plus grosse audience. Donc vous connaissez la recette, hein, ça fonctionne beaucoup pour le coup sur du pratique, parce qu'il y a beaucoup de shopping, de promotion, de découverte de lieux, etc. Mais c'est mélangé de façon intéressante avec du contenu, et surtout, on va en reparler tout à l'heure, avec un ton intéressant. Le divertissement, c'est le ton, c'est l'agrément, c'est les illustrations qui sont jolies, qui sont typiques. Ils ont fait un effort énorme de positionnement sur le type d'illustration qui est toujours le même et qui est très facilement reconnaissable. Donc un effet de marque qui est très fort sur My Little Paris, sur le fait d'avoir toujours le même type d'illustration, au trait, hein, très épuré, et avec un petit côté décalé, humoristique, mais humoristique politiquement correct, quoi. On n'est pas sur la satire, on n'est pas sur... c'est jamais agressif, c'est toujours pour fédérer et non pas pour diviser. Le social, évidemment, parce que c'est des bons plans qu'on s'échange entre potes, entre amis. Et la pensée, un petit peu moins, parce que c'est pas l'objet. On est plus sur du loisir, du lifestyle, comme on dit, que sur l'explication du monde, ou de soi-même. Mais il y a peut-être aussi, je ne suis pas un fervent adepte de My Little Paris, il y a peut-être parfois des sujets de psychologie, ce genre de choses comme ça, pour mieux se comprendre. Hein. C'est vraiment un des ingrédients majeurs du succès de la presse féminine, depuis toujours. Et puis de la presse en général, psychologie. Alors, deuxième point, c'est adopter un ton original et engageant. Et là, vous avez senti un filigrane les différents points. Je vais revenir sur ces 3 exemples. Je ne vais pas m'étendre sur 15 newsletters, parce que ce qui est important, c'est de comprendre le mécanisme. Ce sera toujours le même. Time to sign off, c'est vraiment l'éditorialisation
qui est très intéressante. Ils ont créé des rubriques qui sont ancrées dans l'actualité. Si vous avez passé la journée à ne rien faire. Pourquoi? Parce que ce jour-là, c'était un jour férié. Vous voyez, ils vont être en rebond de l'actualité, en résonance, et en même temps avec un ton décalé. Si vous avez passé la journée dans une grotte, pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas avoir raté cette information. Donc la première partie, elle est sur le rattrapage de l'actu, donc on vous rappelle les faits principaux. Et puis, vous voyez que le ton était assez rigolo, décalé. C'est écrit simplement, comme on dirait les choses à un pote. Voilà. Attends, faut que tu sais pas ce qui s'est passé, tac, 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 tac. Vraiment, on parle, on évite le côté descendant de l'information qui écarte beaucoup de lecteurs de la presse en général. My Little Paris, bah, c'est le ton est proche mais pas familier. Il y a toujours de belles photos, des illustrations jolies et drôles, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ça, c'est vraiment le ton qui est créé à la fois sur la manière de parler, encore une fois comme à une copine. Un petit déjeuner qui débute, ah j'arrive pas à lire, je suis numéro, un petit déjeuner qui déboîte, servi dans un ancien atelier de gravure, voilà, qui déboîte. On est sur un ton très, très léger, très familier, enfin, pas familier, mais décalé. Un podcast qui va vous scotcher plus que la meilleure série Netflix, un spritz qui se dandine sous un verre d'hiver, sur une verrière d'hiver, alors je suis fatigué. Leur point commun, ils se savourent encore mieux aujourd'hui quand le ciel est gris. Ensuite, vous les trouverez ici. Voilà, donc en gros, ici, on a vraiment un côté sympathique dans la manière d'écrire, c'est léger, et c'est écrit avec un petit ton décalé. Et vous voyez que c'est énorme, My Little Paris, on est quand même sur Paris. La promesse est tenue. C'est vraiment évidemment très parisien. Donc on va faire aussi attention à tout ce qui est du ressort de l'implicite par rapport aux Parisiens. Je me souviens qu'il faisait des publications sur Facebook qui étaient remarquables, où par exemple il y avait une photo, on voyait une photo sous la pluie, et la légende c'était « Ah, Paris sous la pluie, cette odeur très particulière des pavés humides. » Voilà. Bah, ceux qui sont parisiens, ça leur parle, enfin, en général. Ça peut leur parler parce que ça évoque quelque chose d'ancré dans la mémoire collective. Donc ça c'est très efficace, l'implicite, et on parle vraiment avec cette proximité sans la familiarité. Il n'y a pas de tutoiement, il n'y a pas de côté un peu vulgaire, on reste quand même, c'est ok, on est décalé mais on est quand même assez classe. My Little Paris c'est classe. Les photos sont belles, elles sont toujours... voilà, si j'avais un autre exemple d'une publication sur Facebook que j'avais bien aimé, c'était un 1er mai et il y avait un lit qui était défait, un gros lit mais qui donnait sur une magnifique rue avec des grandes fenêtres vitrées à petits carreaux, enfin vous voyez le truc bien luxueux, donc, chambre d'hôtel, le lit à moitié défait, mais très propre, très beau, hein. Et il est marqué alors cette grasse mat, pour l'interrogation. Et là on était dans le raccourci. Pas besoin de préciser qu'on n'a pas travaillé aujourd'hui parce que c'est férié, pas besoin de préciser que voilà, c'est dans l'implicite. Et on est quand même très classe, on est très positionné sur le haut de gamme, et on fait confiance à sa lectrice pour comprendre et reconstruire le sens qu'il y a derrière. Alors ces ingrédients-là, c'est vraiment du ton, et c'est à vous de trouver le vôtre pour émerger dans la multitude. Parce que si vous parlez comme tout le monde, eh ben, vous n'émergerez pas. Le troisième point clé pour moi, c'est la sélection et la concision. Alors je vérifie où j'en suis de... Oh là là, du coup il faut que j'accélère un peu. Non, ça va. Faire pour adapter la sélection et la concision. Donc encore une fois, je reprends l'exemple de Brief Me. Donc l'explication précise et concise d'un problème complexe. Les phrases et les termes sont simples, les liens pertinents pour aller plus loin. Donc la complexité est évacuée dans le lien pour aller plus loin. C'est très efficace. C'est ce qu'on devrait faire, hein, nous les journalistes, dans nos articles. Hein. Expliquer simplement, et puis plus si affinité. Donc c'est vraiment ce que j'appelle la progressivité verticale de l'information, et la proximité, la progressivité horizontale, c'est le fait, quand vous faites une phrase, de dire sujet, verbe, complément. Qu'est-ce qui se passe? Où ça se passe? Quand ça se passe? Pourquoi et comment ça se passe? Ça vient après. Vous voyez? Et donc à cette condition, la progressivité fait que vous retenez le message essentiel, et si vous lâchez avant, vous l'avez. Pareil sur ce genre de contenu, ou si vous lâchez avant d'avoir cliqué, si vous ne cliquez pas sur les liens qui sont derrière, c'est pas grave, vous avez retenu l'essentiel. Donc cette progressivité verticale, en l'occurrence, elle est très importante pour rendre service aujourd'hui à nos lecteurs qui n'ont plus le temps de nous écouter très longuement.
Alors, il y a d'autres exemples. Je pense qu'effectivement, le travail de Time to Sign Off est à peu près similaire, avec un ton encore plus décalé, avec une éditorialisation plus forte. BriefMe a ce côté aussi. La différence par rapport à Time to Sign Off, c'est que BriefMe est vraiment plus sérieux, quand même plus profond. Il y a des papiers qui font 2500 signes parfois, ou 2000 signes en tout cas. Ça ne vous dit rien, 2000 signes, pardon. Ça fait une page et demie en feuille de feuille Word, encore 12. À peu près. Donc en gros, ça peut être assez long, oui. Mais la différence, c'est qu'effectivement, même Time to Sign Off fait aussi un rattrapage d'actu, une simplification, avec un côté un peu décalé en plus. Le quatrième point, c'est soigner le timing de diffusion. Là encore, on pense au lecteur. Comment est-ce qu'on vit aujourd'hui? Et comment ça date à la vie de nos lecteurs? Et surtout à ça. 81%, je vous rappelle, utilisent des gros utilisateurs d'email, et donc nos cibles prioritaires sur les newsletters utilisent les appareils en mobilité. Alors, les moments clés, c'est le matin, midi et soir, après 17h. Le matin, ça va plutôt être de l'info d'alerte, donc il faut que vous ayez un contenu qui soit adapté à cette info d'alerte. L'info d'alerte, c'est quoi? C'est l'info chaude. Qu'est-ce que vous devez savoir avant d'arriver au bureau que vous seriez... que si vous ne saviez pas, on vous regarderait de travers. Voilà. C'est pas vrai, t'es pas au courant? Bah si, non, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, il faut savoir certaines choses pour pouvoir se socialiser, et le matin, on a l'importance d'avoir les informations clés de ce qui s'est passé soit le matin, soit la nuit. Donc c'est le rôle de la revue de presse matinale des radios, de vous mettre en contact rapidement avec l'information clé. Et le soir et le week-end, on est plus sur l'information de rattrapage, à la fois ludique ou de compréhension. On a plus de temps, on est plus disponible. C'est aussi l'information plus pour soi que pour les autres. C'est-à-dire que là, on retrouve une logique plus de livre. C'est-à-dire on va vraiment essayer soit de se faire plaisir, soit sur des passions, etc., soit vraiment d'apprendre et de comprendre quelque chose de plus compliqué. On a un peu plus de temps, ça veut dire que les formats peuvent être plus longs. C'est aussi pour ça que la newsletter de BriefMe est plus longue, c'est une newsletter du soir, que celle du matin que vous pouvez recevoir dans votre boîte. Donc quand vous créez votre newsletter, faites attention à ne pas submerger votre newsletter de 10 trucs longs le matin sur des sujets géopolitiques. C'est pas adapté, les gens ne le liront pas, ils vont se mettre de côté et puis ils vont pas le lire. Vous savez très bien que ce que vous mettez de côté par définition c'est poubelle. C'est la même chose en fait. On essaie de se rassurer, on dit oh, je lirai plus tard, mais qui lit des trucs plus tard, qui a mis de côté? Ça doit arriver, j'imagine. Mais franchement, voilà. Donc la réalité, c'est que si on n'a pas le temps de le lire, c'est pour ça aussi que, par exemple, un exemple de réussite dans la presse généraliste, ça a été 20 minutes. Parce que la promesse est contenue dans le titre. 20 minutes, c'était le temps de consultation du gratuit. Et tout a été conçu pour que ça tienne en 20 minutes. Le temps moyen de transport public dans les grandes métropoles. Et tout est calculé sur l'utilisateur, quel temps il a, et du coup, quel contenu il peut lire dans ce laps de temps. Et puis après, quelle complexité on peut lui apporter malgré tout. Et de quoi il a besoin à ce moment-là. Ouais, il aura besoin d'infos de socialisation, peut-être un peu de ludique, et puis du pratique, comme le Parisien d'ailleurs. Donc il faut soigner les horaires de diffusion aussi. Envoyer plus précisément, vous voyez, ce tableau qui avait été fait, je me rappelle plus de son nom. Justement via un blog que je suis beaucoup, je vous retrouverai ça tout à l'heure peut-être, montre très bien que y a des supports qui sont plus adaptés à des moments. Le PC, c'est vraiment une consultation de bureau aujourd'hui. Si vous consultez sur le PC, c'est que vous êtes au bureau majoritairement. Parce qu'aujourd'hui, si les gens qui sont chez eux, ils lisent les contenus soit sur un ordinateur, alors on peut dire que ça c'est un PC quelque part, mais majoritairement même sur leur mobile ou sur leur tablette éventuellement. On utilise toujours encore un petit peu l'ordinateur, mais les tours... qui a encore une tour moche chez soi? Qui l'utilise? Ouais, ça reste... Il y en a, mais ça reste quand même en voie de disparition parce que aujourd'hui, on a ça, c'est vrai, on a ces ordinateurs-là qui font très bien l'affaire, et puis aussi parce qu'on utilise d'autres choses, le mobile et puis la tablette. Donc ça existe toujours, mais le PC, c'est pour moi de plus en plus à vocation professionnelle. La tablette, c'est utilisé encore, mais c'est surtout un public assez âgé. Et c'est un public
qui va même le lire au lit. Donc c'est pour ça que vous voyez la grosse zone là. C'est assez vrai aussi du mobile, hein. Le mobile on le lit aussi au lit, potentiellement. Mais disons que c'est vrai que la tablette a un petit peu perdu des parts de marché par rapport au mobile. Pourquoi d'ailleurs elle a perdu des parts de marché? Pardon? Les mobiles se sont agrandis. Oui, c'est vrai. Les mobiles se sont agrandis. Le responsive. Il y a un frein majeur à la tablette. Ouais. En fait, la tablette, si vous réfléchissez bien, c'est pas mobile, en France en tout cas. Il n'y a pas d'accès, oui, il n'y a pas d'accès à 4G, enfin sauf les dernières qui coûtent un bras, ou si vous mettez un truc par-dessus, mais la plupart en fait elles sont en Wi-Fi. Donc en fait, malgré le terme de mobile, pour moi c'est un abus de langage, parce que c'est pas mobile. La tablette, bon, on peut l'utiliser effectivement aussi, c'est mon cas, hein. J'ai utilisé longtemps avant d'avoir ça. J'ai utilisé longtemps pour prendre des notes, ou, voilà, dans les transports justement, mais c'était pas du mobile, enfin voilà, c'était pas Internet, c'était pas associé à Internet. Donc les gens ont vite compris que, bah ouais super, mais si j'ai pas Internet, ça m'intéresse moins. Donc on a vu la part de marché à la fois à cause des tailles des téléphones qui ont augmenté, mais aussi de la non-mobilité intrinsèque des tablettes. On a vu les parts de marché de la tablette chuter, et ça continue de chuter. Alors le dernier point, avant peut-être de passer aux questions, réponses, j'espère, si j'ai des réponses à vous donner, c'est de soigner les objets dans les emails. L'objet, c'est votre titre, c'est aussi votre ambassadeur. Si l'objet n'est pas clair, s'il n'est pas accrocheur, vous ne serez pas lu. Vous ne serez pas vu, et donc vous serez jeté poubelle. Donc un exemple d'objet efficace par rapport, encore une fois, à la promesse et au produit qu'il y a derrière, c'est celui de Brief Me, qui choisit de mettre un maximum de sujets le plus succinctement parlant, et bien sûr les sujets les plus forts du jour, pour dire voilà de quoi on va parler aujourd'hui. C'est pas retrouver notre newsletter, hein, ou la newsletter du 25 septembre. C'est accord en Syrie, réforme de l'État, prévoir la perte de son smartphone. Vous voyez, le côté pratique est là. Et vous voyez que dans les sujets qu'ils ont choisis, on a politique internationale, politique française et pratique. Il y a aussi un panachage des besoins pour pouvoir toucher le plus de monde possible. Donc à la fois les sujets les plus forts, mais aussi un panachage de besoins différents. On n'a pas fait que d'international, quoi. Sachant que l'international, c'est quand même, bon, le sujet un peu le plus dur à vendre, mais en même temps, les gens qui s'abonnent à Brief Me, c'est ça qu'ils veulent. C'est cette cible-là d'instruire des gens qui veulent comprendre plus de choses, qui vont rechercher la profondeur. Donc il faut bien sûr en tenir compte. Alors Brief Me a aussi lancé un Brief Me Echo, vous connaissez? Qui est très très bien fait aussi, et que je recommande vivement, parce que là on a finalement l'angle économique nous explique beaucoup de choses. Testez-la. Alors ensuite, les objets, donc c'est vraiment ce qu'il va y avoir dans votre newsletter, hein, l'objet de la newsletter, c'est le titre de votre newsletter. Quand c'est court avec un teasing et avec une forte promesse, voilà, My Little Paris, ce livre est une pure pépite. Promis, ça va vous simplifier la vie. We can read 5 of our best. Donc là, c'est vraiment le New York Times. Eux, ils peuvent se permettre de faire un truc que j'évite. Genre, nos 5 meilleures actus. Oui, on peut faire ça. Quand on est une marque forte, établie, on peut dire, on a repéré nos 5 meilleurs sujets. Mais ça reste, quand on a vraiment une marque forte, sinon, il vaut mieux carrément choisir 3 sujets parmi les 5. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que là, on va quand même être plus précis, plus incitatif que si simplement on vous dit, ici, il y a 5 sujets qui vont vraiment être géniaux. Ouais, ok, mais il n'y a rien qui m'accroche. Donc, promis, ça va vous simplifier la vie. La promesse est forte, hein. Comme son nom l'indique, promis, ça va vous simplifier la vie. Il faut vraiment derrière pouvoir tenir cette promesse. Ne survendez pas. Ça marche une fois, 2 fois. Puis à un moment donné, la personne elle s'est fait avoir, newsletter, des abonnements. Ou simplement, je ne lis pas, je ne l'ouvre plus. Alors ensuite, il y a ça, le cours avec une seule info forte. On va choisir une info et on met le paquet. Affaire, Hanouna, TF1 va saisir le CSA. Alors là, c'est le petit robot qui s'appelle Flint. Qui connaît Flint? Ah, ça va faire plaisir à Benoît Raphaël. Donc Flint, vous savez, c'est des petits robots qui vont chercher, que vous paramétrez pour aller faire votre veille personnalisée. Donc vous éduquez votre robot
avec des thèmes que vous allez choisir, des mots-clés, etc. Et plus vous l'habituez, et plus il va être pertinent. Je suis arrivé à la fin de ma présentation, je crois que je ne suis pas très loin non plus. Donc ici, c'est pertinent par rapport à moi. Hein. Ça ne veut pas dire forcément que ça intéresse tout le monde. Enfin, en l'occurrence, ça m'intéresse moyen, mais c'est vrai que comme je suis dans les médias, que je suis dans ce secteur-là, il a considéré que c'était intéressant pour moi. Mais dans le titrage, on a juste voilà, un sujet. Le fait de faire des objets courts, vous voyez, c'est un autre atout, c'est que ça se distingue de beaucoup d'autres objets qui sont très longs. Vous voyez, donc c'est une stratégie d'émergence, pas visuelle aussi. Un repas de chef pour 4 €, My Little Paris lance sa food school, promis ça va vous simplifier la vie. Ça fait globalement hein, des objets qui sont plus courts, donc en gras, sur beaucoup de lecteurs de mail, hein, de clients mail. Et donc ça veut dire qu'ici on va émerger plus facilement que là. Après il faut que ça se justifie par le propos. Hein. C'est pas une règle absolue. Et surtout ne survendez pas. Ne survendez pas. Les mauvais exemples. C'est parti. Ouais, c'est parti. Mais alors si on lit pas ce qu'il y a en gris clair, pensez ça. Hein. C'est pas parce que vous avez c'est comme les titres sur les articles. Hein. Moi je me chine à dire mais ok, ton info elle est dans le chapeau. Mais tu as déjà perdu 50% des lecteurs, voire plus, parce que ton titre n'est pas assez clair ni assez vendeur. Donc, il faut que cette partie qui est en gras, c'est-à-dire vraiment l'objet, soit efficace. Amour, Loire et Forêt, ça parle de quoi? On ne sait pas. Espresso News du 27 septembre 2018, ben voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous avez ça tous les jours, toutes les semaines, au bout d'un moment, on n'en peut plus, quoi. C'est juste ultra lassant. Donc attention à ne pas faire ça. Attention aussi, bien sûr, aux envois massifs. Wow, on envoie 5 à la fois. Ou la périodicité, c'est très important aussi. Hein. Il faut être régulier dans la périodicité, tenir la périodicité, pas en faire trop, mais éventuellement vraiment votre récurrence, le même jour, tous les mois, toutes les semaines. Et voilà. Donc, j'essaierai de mettre à disposition la présentation. Vous avez des questions, je suis à votre disposition. Des remarques, des plaintes, des récriminations? Non, moi, une petite remarque ouais, sur le côté, il faut être original, proche des gens, un peu sympa, un peu drôle. Après, on a un peu du mal, enfin, personnellement, à avoir ça dans nos professions, de ramener ça, et puis effectivement, le fait que tout le monde va faire un peu ce type de contenu. Enfin, j'ai du mal à attirer des... Alors, c'est une des recettes, c'est pas que la recette, parce que dans l'autre cas de Polyphony, par exemple, ils font pas ça. Ouais, et ça marche aussi. Il faut être cohérent par rapport à sa cible. Voilà, c'est ça, mais c'est vrai que quand on parle, voilà, soyez original, faites-vous remarquer, etc. Bon, nous, c'est différent, on a des clients captifs, entre guillemets, mais voilà, est-ce que ça, c'est pas non plus l'alpha et l'oméga? À un moment donné, ça va peut-être lasser aussi les gens. Bah, ça dépend comment c'est fait. Comment on continue à se distinguer sans forcément être, voilà. D'abord, c'est vraiment des curseurs, c'est vrai, c'est une bonne question, c'est une bonne remarque, hein, parce qu'il faut absolument être original, décalé, sympa, c'est une vraie question. D'abord, il faut que ça soit cohérent par rapport au produit. Donc, si vous avez un produit très sérieux à destination du B2B, sur les sites industriels, les sites... Enfin, évidemment qu'on ne va pas aller forcément sur un ton très décalé. Par contre, ce qu'on peut faire, évidemment, si ça s'y prête, c'est essayer d'expliquer les choses simplement. Rien que ça, c'est déjà énorme. Les choses simplement, avec des mots simples, un vocabulaire accessible, en fonction de la cible, encore une fois. Tout n'est pas univoque. Et puis, l'originalité, ça passe peut-être aussi par un travail sur le rubricage. Plutôt que les lunes d'aujourd'hui, ouais, c'est peut-être juste dans le nommage, ce que vous ne pouvez pas rater aujourd'hui. Et ça, c'est pas particulièrement décalé, c'est juste un tout petit peu à côté. Il y a un degré différent de ce qu'on met derrière le mot originalité et décalé. Hein. C'est un curseur qu'il ne faut pas tirer trop d'un côté ou de l'autre, ça dépend de votre public, ça dépend de vos cibles. Mais effectivement, la leçon, en termes de ton quand même, c'est de se dire, bah, ne soyez pas trop descendant, ne regardez pas votre utilisateur de très très haut en disant, avec des acronymes que vous seuls connaissez. Vous voyez, il y a ce côté vraiment proximité par rapport au type. Alors je donne aussi je fais aussi genre de consulting sur des entreprises en intra, donc en communication interne. Donc le premier truc que je prends, c'est des articles internes et je les montre. Je les demande qu'est-ce qui a compris ce truc. Et je vous le promets, hein, on a affaire à des gens en interne sur des sujets techniques qui sont censés maîtriser, personne ne calte rien. Mais rien.
Enfin, j'exagère, il y a un média. Ah si, moi je le connais. Ah, oui, c'est toi qui as écrit l'article. Ah ouais, d'accord. Ah oui, bah, c'est mon équipe. Oui, ok. À part ça, globalement, il y a plein de sujets, c'est pas toujours le cas, mais il y a plein de fois où on se dit, on n'a juste pas tenu compte de sa cible, de son public, et on croit que les gens savent. Mais non, en fait, ils savent pas. Donc, simplifier. Et ça, c'est aussi le ton dans la façon de vous exprimer. Si vous utilisez un acronyme, pourquoi pas. Si c'est un acronyme nouveau ou pas forcément connu tous, bah, mettez un petit lexique à côté. Hein, juste au même niveau, comme le fait très bien Le Monde parfois, ou Le Parisien régulièrement. Quand ils utilisent 3 acronymes, bah, ils en font un petit lexique à côté pour dire bah, ça va vous permettre de rentrer dans le sujet. Donc ça aussi, c'est une question de ton. Et effectivement, il faut faire attention à ne pas non plus faire du tutoiement, du ouais, c'est cool, yo man, avec des gens professionnels ou dans l'institutionnel. Mais c'est une bonne remarque. Oui. C'est quoi un bon taux d'ouverture newsletter? Alors ça, alors c'est, j'ai vu les chiffres récemment, pour être honnête. C'est très dépendant des secteurs. Taux d'ouverture, j'ai entendu parler du 28%, 25%, 28%, c'est pas mal. Après, BriefMe, ils ont un taux beaucoup plus élevé parce que c'est une newsletter payante, donc ça change tout. Il y en a qui peuvent être plus élevés en fonction des... C'est une information que j'ai notée parce que j'ai vu une conférence à Nantes sur ce sujet. Là, c'est vraiment les aspects purement techniques. Après, il y a le taux d'ouverture et le taux de clic. Et vous perdez la moitié à chaque fois, à peu près. Donc, il faut regarder le taux de clic final. 28-30%, c'est des bons taux d'ouverture. Je sais, j'ai discuté avec un camarade là, qui est sur une newsletter de Mieux vivre votre argent, sur du pratique. Ils ont plus de 50% de taux d'ouverture et un taux de clic qui est proche de 15%, 15-20%, c'est bien. C'est bien, très bien. Donc voilà, après ça dépend vraiment. Il faut aussi se méfier de ces taux d'ouverture si derrière il n'y a pas la récurrence. Il faut regarder la continuité. Parce qu'au départ, ils peuvent être élevés, puis après, c'est surtout ça, il faut regarder si ça décline ou pas. Donc, d'où le point que je n'ai pas abordé, et qui est très important, c'est le monitoring. L'analyse des statistiques pour regarder ce qui se passe. Est-ce que, oui ou non, les gens continuent de venir? Est-ce qu'il y a un taux de désabonnement important? Est-ce qu'il y a un taux de clic qui tient? Taux d'ouverture, taux de clic, est-ce que ça tient? Et puis, surtout, après, c'est dans l'analyse fine des sujets qui marchent mieux, de ceux qui marchent moins bien, qu'on va aussi adapter sa newsletter et son contenu lui-même. Donc là, c'est plus juste regarder les tableaux de bord de loin, hein. C'est regarder dans le détail. C'est impressionnant comme cet objet a cartonné. Et du coup, il faut faire des tests, surtout au début. On fait des tests, un maximum de tests. On change la titraille, on essaie un objet court, un objet plus détaillé, un truc plus long. Voilà, on fait plein de tests. Et quand on l'a validé plusieurs fois, alors on en retient une expérience positive et un enseignement pour la prochaine. Donc tout l'art des statistiques, c'est vraiment d'entrer dans le détail et pas simplement regarder les KPI en général, ce qui est important déjà, hein, de se dire si on est à côté ou pas de ces pompes, mais c'est important aussi de regarder dans le détail pour voir comment améliorer les contenus derrière. C'est ce que je vends à mes journalistes en disant, il ne s'agit pas de contrôler si c'est efficace ou pas. C'est vraiment un outil d'aide à la production efficace de contenu, que ce soit en newsletter, sur le web, sur les articles que vous produisez, etc. C'est toujours la même logique. Aider le lecteur à améliorer la qualité éditoriale derrière, et donc la satisfaction du lecteur, du citoyen, du client. Oui. Ce matin, pendant la conférence, Barbara Chazelle nous disait que la newsletter aujourd'hui était considérée comme un média à part entière et qu'elle n'avait pas forcément vocation à renvoyer sur le site. Alors du coup, j'aimerais bien avoir votre avis sur la question parce que là, on n'en a pas parlé, mais il m'a semblé quand même comprendre que toutes les newsletters que vous nous avez montrées, elles renvoyaient sur un site principal. Alors, tout est dans le forcément. Il y a effectivement la possibilité de faire des liens, mais il faut mettre des liens, pourquoi pas, potentiels. Par contre, ça doit pas être, c'est de moins en moins, je dirais, une condition sine qua non. C'est-à-dire que le service rendu doit être suffisant déjà en soi pour permettre une satisfaction du lecteur. Et le lien va servir à aller plus loin. Et c'est pas une obligation. Effectivement, BriefMe, par exemple, le contenu, il est dans la newsletter, essentiellement. Il y a quand même des liens. Les 3 exemples que j'ai cités, ils sont autonomes. Effectivement, c'est vrai. Ils sont autonomes, mais si on veut aller plus loin, bah, à un moment donné, il faut quand même cliquer. Et My Little Paris, quand même, si on veut bénéficier de l'offre ou réserver, il y a quand même le clic pour aller transformer l'expérience. Donc, oui, je vois ce qu'elle veut dire et je suis assez d'accord. Globalement, il faut essayer d'apporter plus de biscuits, plus de satisfaction en soi, mais ça n'empêche pas de mettre des liens derrière. Mais ça ne doit pas être un prétexte pour faire du trafic, c'est surtout ça. N'en faites pas des accroches pour faire venir les gens chez vous. Non,
je pense que c'est surtout ça la leçon, c'est qu'il faut donner plus de satisfaction en amont, plus de bénéfices. Pardon. Sur BriefMe, il y a des liens certes, mais c'est des liens qui ne vont pas vers le site. Non, non, tout à fait. Tout à fait. C'est pas des liens vers le site de BriefMe. C'est des liens. La promesse, elle n'est pas de faire. Enfin, le business model de BriefMe n'est pas sur le trafic entrant. C'est pas ça. C'est vraiment la satisfaction du lecteur. Mais My Little Paris, par contre, lui, il gagne de l'argent sur le clic sur les liens. Et les lectrices sont intéressées parce que derrière, on lui vend un truc intéressant, sympathique, voilà. Donc voilà, c'est pas. Je dirais pas qu'il faut absolument pas mettre de lien, mais par contre, il faut que l'expérience soit suffisante en amont. Après, pour les statistiques après et évaluer les sujets qui ont pu fonctionner, j'imagine que ça doit être plus difficile aussi si on n'a pas de lien sortant. Comment savoir quel sujet a plu vraiment dans la newsletter Tu peux mettre des trackers sur plein de choses. D'abord, le taux de clic sur le mail. Oui, c'est déjà. À l'intérieur. Ah oui, à l'intérieur. À l'intérieur, tu peux mettre des trackers, même sur. Alors oui, si les gens ne cliquent pas, c'est compliqué. Ouais, effectivement. Ouais. Tu peux avoir, oui, c'est vrai, tu as moins d'infos sur le détail de la newsletter. Par contre, tu peux regarder les objets avec beaucoup d'attention. Lesquels fonctionnent mieux, fonctionnent moins bien. C'est vrai. Il n'y a pas de lien, c'est plus compliqué. Tout à fait juste. Oui. Sur la périodicité, ce sont beaucoup des newsletters hebdo, quotidiennes. Qu'est-ce que vous pensez que votre regard sur la newsletter mensuelle? Ça dépend vraiment de votre contenu. Moi, franchement, il faut regarder au cas par cas. Quelle est la matière d'abord? Qu'est-ce que vous avez comme matière première? Si c'est pour faire une newsletter hebdo avec des sujets faibles, passez en mensuel. Si en mensuel vous avez trop de choses à dire parce qu'il y a beaucoup de sujets intéressants, passez en hebdo. Et puis après, est-ce que regardez aussi le temps, la disponibilité de votre cible. Vous voyez, c'est tous ces paramètres qu'il faut prendre en compte pour décider d'une périodicité. Une newsletter quotidienne, c'est vraiment de l'information très rapide, très factuelle, très chaude. C'est la revue de presse du matin, c'est quelque chose comme ça. Ne refaites pas une revue de presse trop compliquée avec des sujets géopolitiques, des trucs trop... comme disent les Américains, ils disent comment? Ils disent haut du front. Highbrow topics. Haut du front, ça va des trucs vraiment compliqués, on a besoin de se poser un peu, voilà, j'ai pas compris là. Et le matin, c'est pas... En quotidien, ça tient pas la route parce que... alors évidemment, sauf quand on s'appelle le New York Times et que c'est ce qu'on attend de vous, et qu'on a une marque extrêmement forte, et qu'on a un public tellement nombreux qui attend ça que oui, pourquoi pas. Mais encore faut-il que la newsletter quotidienne sur ce genre de sujet, elle soit en opt-in, c'est-à-dire que les gens ont choisi d'aller sur un truc compliqué parce que c'est leur envie. Yeah. La périodicité, vraiment, ça dépend de votre matière première, de votre public, de sa manière de se comporter. Donc il n'y a pas de bonne pratique là-dessus. C'est du cas parfait. Ah là là, qu'est-ce que j'ai fait? Bon, je pense que s'il n'y a pas d'autres questions, je vais en terminer là. Je vous remercie de votre attention et puis vous êtes à bientôt. Merci. Vous étiez à Nantes, Oui, ouais. Featuring, ouais. J'y étais aussi. Ah bah voilà. C'est bien, vous avez une approche complémentaire. Ouais, c'est ça, exactement. J'y suis allé en me disant peut-être je vais prendre un truc peut-être pour m'en servir pour ma conf, et en fait non, mais du coup c'est très bien. Si, c'est vrai que le tableau avec les taux d'ouverture, exactement. c'était intéressant. Exactement, c'est exactement ce que j'ai dans le truc et j'ai oublié de le regarder avant de venir. Mais c'est ça, il me semble qu'on est sur les maximum de 20-20, ouais, c'est ça. 20% d'ouverture avec 20% de clics dans ces 20% qu'on... Ça fait peu au final. Hein. Non, mais en même temps, du coup, nous on va y revenir.
j'organise ça. Toi, tu travailles dans quoi? Sur qui et chez qui? Web, Personne du man. Ah ouais, bah ouais. on a rajouté une newsletter sur le site de l'Europe et Ah ouais, ouais. en fait, maintenant, c'est de sortir des vidéos sur Google.